Préparez-vous à plonger dans la mer des mystères, également connue sous le nom de mer Noire. C'est la plus grande étendue d'eau intérieure au monde, plus vaste que l'ensemble de l'État de Californie. Elle abrite des dizaines de navires perdus, ainsi que quelques tunnels sous-marins secrets. Certains pensent même qu'elle fut autrefois une carrière exploitée en 6 phases distinctes. La mer Noire présente des couches d'eau horizontales qui ne se mélangent pas, avec des niveaux de salinité variés. L'eau salée provient de la Méditerranée, tandis que l'eau douce est apportée par les rivières. 10 des plus grands fleuves d'Europe se déversent effectivement dans cette mer, et elle reçoit plus d'eau douce par les rivières et les précipitations qu'elle n'en perd par évaporation. Enfin, l'excédent d'eau s'écoule à travers le Bosphore en direction de la mer de Marmara, formant 2 courants distincts. Le courant supérieur évacue l'eau de surface de la mer Noire, tandis que le courant inférieur apporte l'eau salée de la Méditerranée. Ainsi, les couches supérieures de la mer Noire sont-elles moins denses que les couches inférieures. L'oxygène provenant de l'atmosphère et de la photosynthèse reste dans les couches de surface et à des profondeurs excédant les 90 mètres au large et jusqu'à 150 mètres près du rivage, la vie est impossible. Seules certaines bactéries y survivent. Bien qu'il n'y ait pas d'air dans les profondeurs de la mer Noire, la couche supérieure abrite environ 750 espèces de phytoplancton. Les œufs et les larves de poissons et d'invertébrés se trouvent dans les régions côtières. On recense également 180 espèces de poissons dans la mer Noire, dont certaines sont précieuses, comme le chinchard, l'aiguillat commun et le sprat. Le niveau de l'eau y est toujours constant, sans marée haute ni marée basse. Ainsi, la surface de la mer est toujours calme et sereine. Cependant, elle cache une caractéristique surprenante, une rivière sous-marine. Ce courant d'eau salée traverse le détroit du Bosphore et longe le fond marin. Cette incroyable découverte, réalisée par des scientifiques de l'université de Leeds, a été annoncée en 2010 et c'est la première rivière sous-marine de ce type jamais découverte. Elle se forme lorsque l'eau salée de la Méditerranée se déverse à travers le détroit du Bosphore dans la mer Noire, où l'eau a une salinité bien moindre. La zone dépourvue d'oxygène de la mer Noire constitue une chambre de conservation idéale pour les trésors cachés dans ses profondeurs. Véritable coffre à trésors pour les épaves, cette mer a révélé ses secrets par hasard. Des archéologues maritimes étudiaient alors les niveaux de la mer pour comprendre la montée des eaux après la dernière ère glaciaire lorsqu'ils sont tombés sur plus de 40 épaves inconnues. À l'aide de 2 véhicules téléguidés, les chercheurs ont exploré le fond marin, filmant et produisant des images tridimensionnelles détaillées des navires assemblés à partir de milliers de photos haute résolution. Selon le New York Times, parmi les 44 navires retrouvés, certains se distinguent particulièrement, comme un navire de commerce médiéval du XIIIe ou XIVe siècle. Un autre navire ottoman, surnommé la Fleur de la mer Noire, pour ses sculptures en forme de pétales, a également été découvert. L'équipe a observé des détails fascinants sur d'autres navires, tels que des cordages, des marques de burin, des gouvernails et diverses sculptures. Aucun plan d'excavation n'a encore été annoncé, mais ces épaves pourraient renfermer des trésors historiques tels que des livres ou des parchemins. Il serait sûrement intéressant de les récupérer. La découverte la plus extraordinaire dans la mer Noire est celle que les archéologues considèrent comme l'épave intacte la plus ancienne au monde. Ce navire grec antique, long de 23 mètres, repose presque indemne depuis plus de 2400 ans, à plus de 1600 mètres de profondeur, avec son mât, ses gouvernails et ses bancs de rames toujours en place. Les chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un navire de commerce, semblable à ceux représentés sur les anciennes poteries grecques, comme le vase d'Ulysse et des sirènes du British Museum. Ce vase, qui date de la même période, nous montre un navire acheminant le héros au-devant des sirènes tentatrices. L'équipe a prélevé un échantillon pour une datation au carbone, confirmant qu'il s'agit de l'épave intacte la plus ancienne jamais recensée. La préservation exceptionnelle de ce bateau illustre le talent des constructeurs de l'époque. Sans la présence de microbes, de vers ou d'autres créatures pour dévorer les épaves, il n'est guère surprenant que ces navires se trouvent dans un état presque impeccable. Si le Titanic avait coulé dans les mêmes eaux, il serait aujourd'hui en bien meilleur état, sans être rongé par les micro-organismes sous-marins. Une théorie intrigante, connue sous le nom d'hypothèse du déluge de la mer Noire, suggère qu'une immense inondation se serait produite il y a environ 7500 ans. Dans les années 90, 2 géologues ont émis l'hypothèse qu'à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 7 à 12 000 ans, le réchauffement climatique de la Terre
aurait provoqué la fonte des calottes glaciaires et la montée des niveaux marins, transformant la mer Noire en un petit lac d'eau douce. Ce lac était séparé de la mer Méditerranée par un barrage naturel au niveau du détroit du Bosphore. Puis, lorsque le niveau global des océans a augmenté, la Méditerranée a commencé à déborder dans le bassin de la mer Noire. Ils estiment que le niveau de la mer s'est élevé de 15 cm par jour, inondant les zones côtières et altérant définitivement leur environnement. Des échantillons prélevés au fond de la mer Noire révèlent un passage brusque d'une faune d'eau douce à des espèces marines, suggérant un afflux rapide d'eau salée. Des études sous-marines ont également identifié d'anciens littoraux et des structures humaines, prouvant que des populations vivaient dans des zones aujourd'hui submergées par la mer Noire. En outre, le moment de cette inondation correspond au schéma connu de migration humaine vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Certains pensent même que ce déluge pourrait être celui décrit dans l'histoire de l'Arche de Noé. Cependant, les critiques de cette théorie affirment que les preuves avancées ne sont pas aussi catégoriques et que la transition de l'eau douce à l'eau salée aurait pu être plus progressive. Ils débattent également pour savoir si les habitants ont déserté la région avant ou après sa submersion. Une ancienne chronique, datant d'environ un siècle, détaille l'existence de 2 tunnels souterrains partant de Roumanie et de Bulgarie et s'étendant sous la mer Noire jusqu'en Turquie. Autrefois, les paysans utilisèrent de tels tunnels pour déplacer leurs troupeaux vers l'Empire ottoman et le reste de l'Asie mineure. Qui a bien pu les creuser et la raison pour laquelle ils passent sous la mer demeurent des questions sans réponse. À la Première Guerre mondiale, les entrées de ces tunnels ont été scellées pour des raisons de sécurité et gardées sous étroite surveillance. L'armée roumaine était parfaitement au courant de l'existence de ces tunnels et a continué d'en interdire l'accès. Dans les années 80, des ouvriers travaillant sur le canal Danube-Mer Noire ont accidentellement découvert une autre entrée de ces mystérieux tunnels, située dans un cimetière de Murfatlar, en Roumanie. Ces mêmes ouvriers utilisaient régulièrement le passage pour transiter en Bulgarie. Mais ce qui rend ces tunnels encore plus fascinants, c'est que l'on raconte qu'ils auraient été construits il y a plusieurs milliers d'années. Creuser un tunnel sous la mer est une tâche pour le moins complexe, même avec nos technologies actuelles. Et si ces tunnels sont vraiment aussi anciens, leurs constructeurs étaient incroyablement en avance sur leur temps. Enfin, une légende urbaine raconte que la mer Noire posséderait son propre triangle des Bermudes. Les pêcheurs ont décrit un tourbillon furieux qui apparaîtrait soudainement, entraînant sous les flots des oiseaux, des navires et même de petites îles. En 1944, un navire aurait mystérieusement disparu en plein jour, entouré d'un brouillard noir qui brillait d'une inquiétante lueur verte. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Bien que personne ne puisse attester avec certitude de cette histoire, elle ajoute une touche ésotérique et effrayante aux énigmes de la mer Noire. Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. C'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert cache un joli secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs poussent de nulle part. C'est pour ça qu'on l'appelle le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol en attendant juste un peu de pluie. Quand le désert reçoit assez d'eau, environ 200 types de fleurs poussent. Les sables de l'Atacama se parent alors de violet, de blanc, de vert et de rose. Un autre phénomène que l'on peut observer dans le désert est la cascade de sable. Quand le vent pousse beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. S'il y en a vraiment beaucoup, cela crée une cascade de sable, comme en Arabie Saoudite. Elle ressemble aux chutes du Niagara, mais sans eau. Les locaux disent que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente. Les ronds de sorcières, aussi connus sous le nom de cercles des fées ou encore mycélium annulaire, sont de mystérieux cercles de champignons qui apparaissent dans les prairies et zones forestières. La raison pour laquelle ces cercles parfaits apparaissent fait l'objet de nombreux débats. Certaines superstitions prétendent que la danse des fées brûlerait le sol, provoquant la croissance des champignons. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. De la pluie rouge. La couleur était assez vive pour tacher les vêtements. Il y a déjà eu aussi des pluies d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. En pleine mousson, une pluie rouge s'est mise à tomber périodiquement, et ce, sur plusieurs semaines.
Les chercheurs ont découvert que cette pluie était teintée par de la poussière ou par des algues, donc évite d'en attraper des gouttes sur ta langue. Les scientifiques ne savent pas comment ces algues ont pu arriver là. Cela rend de tels événements un peu troublants. Les personnes qui vivent dans la vallée de Hesdalen, en Norvège, voient souvent des lumières de couleur blanche, jaune et rouge flotter dans le ciel. Elles apparaissent de jour comme de nuit. Dans les années 80, elles ont été observées 15 à 20 fois en une seule semaine. Ces lumières peuvent durer de quelques secondes à plus d'une heure. Elles semblent littéralement se balancer dans les airs. Certains scientifiques pensent que la raison de ce phénomène est due à de la poussière de fer ionisée. D'autres disent qu'il s'agit d'une combustion mêlant sodium, oxygène et hydrogène. Beaucoup de gens prétendent qu'il s'agit simplement d'avions. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares à voir, car il faut des conditions météo parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent s'allier pour créer ces étranges rouleaux. Tout part d'une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche doit se trouver de la glace ou de la neige poudreuse. Une brise assez forte peut alors décoller cette neige et la faire rouler jusqu'en bas d'une colline, comme une boule de neige. Ces rouleaux peuvent faire la taille d'une balle de baseball ou même d'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Ces anneaux ne restent pas en place très longtemps, alors fais vite une photo. Savais-tu qu'il existe un endroit sur Terre doté de son propre écosystème et de sa propre atmosphère? La grotte de Movile, située dans le sud-est de la Roumanie, est restée close dans l'obscurité totale pendant 5,5 millions d'années. Ce n'est que lorsque des ouvriers l'ont découverte, alors qu'ils cherchaient un endroit où construire, qu'elle a vu le jour. Les scientifiques ont creusé une ouverture dans la grotte et ont découvert qu'un écosystème totalement viable et unique se développait à l'intérieur. En creusant un chemin à travers la roche et en passant par de nombreux tunnels, les scientifiques ont découvert un lac d'eau sulfureuse qui sentait l'œuf pourri. L'air était rempli de sulfure d'hydrogène et contenait 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'atmosphère terrestre. Inutile de dire que cet air est toxique. Mais le plus fou, c'est que cette grotte abritait tout un écosystème, avec 33 espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Cette grotte nous donne un aperçu de ce qui pourrait exister sur d'autres planètes avec des atmosphères complètement différentes. Le simple fait qu'elle ait existé sur Terre pendant tout ce temps, sans que personne ne le sache, est plutôt incroyable, n'est-ce pas? Regarde ces arbres, ce sont des figuiers à caoutchouc. Leurs fortes racines ne poussent pas sous terre, mais à la surface. À l'aide de tuteurs et d'attaches spéciales, les gens ont appris à contrôler la manière dont poussent ces racines. Imagine que l'un de ces arbres se trouve à côté d'une fosse où tu veux bâtir un pont. Il suffit de diriger ses racines dans la direction souhaitée. Avec le temps, les racines pénètrent dans le sol et se renforcent sous les averses incessantes. Il faut environ 15 ans pour créer un pont. Voici un autre arbre étonnant appelé l'arbre de vie. Il pousse dans le désert de Bahreïn. Cet arbre se tient au sommet d'une dune de sable depuis plus de 400 ans, au milieu de nulle part. Il fait extrêmement chaud ici et il n'y a pas d'humidité. Mais malgré tout, l'arbre a des feuilles vertes et il continue de pousser. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas encore compris d'où il tire son humidité et ses nutriments. Il n'y a que des puits de pétrole tout autour. Les habitants de la région pensent que cet arbre est sacré. Après tout, il démontre la magie de la vie et le pouvoir de la nature. Certains experts sont sûrs que tout vient de ses racines. Elles sont si profondes qu'elles peuvent atteindre des sources lointaines. Imagine que tu as conduit toute la nuit. Tu n'as pas dormi et ton esprit commence à divaguer. Tu arrêtes la voiture et tu sors te dégourdir les jambes. Tu regardes alors le ciel et vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a 3 soleils dans le ciel? Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours 3 boules brillantes dans le ciel. Non, tu n'hallucines pas. C'est ce qu'on appelle une parélie, ou faux soleil. Cela se produit surtout pendant les fortes gelées. De petits cristaux de glace flottant dans le ciel déforment la lumière. C'est pour cela que tu penses voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est officiellement appelé un halo. Habituellement, il s'agit souvent d'un cercle autour du Soleil. Ce phénomène peut également se produire la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire pour voir un halo lumineux apparaître autour. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste.
plus il y a de glace dans l'air, plus la lumière sera déformée, un peu comme dans une pièce pleine de miroirs. Un halo peut même prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut se produire. Alors que tu regardes l'horizon, le soleil semble se lever, puis il commence à se dissoudre dans le ciel et il fait de nouveau nuit. Et c'est seulement 1 minute plus tard que le vrai soleil apparaît enfin. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu avec les 3 soleils, sauf que là, la lumière est courbée verticalement et pas horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans les cristaux de glace qui est apparu. Mais il existe bien un lever de soleil montrant 3 étoiles à l'horizon. Pas sur Terre, mais à 340 années-lumière de là. Il y a un système stellaire au centre duquel se cache une étoile presque 2 fois plus grande que le Soleil, avec 2 petites étoiles en orbite autour d'elle. Ce système étrange compte aussi une planète. Les levées et couchers de soleil s'y produisent donc avec 3 étoiles. Si tu organisais un rencard sur un banc pour regarder un coucher de soleil, ça devrait très bien se passer. Et puisque nous parlons des phénomènes naturels les plus déroutants, qu'en est-il de la neige dans un désert ? Durant l'hiver 2018, les habitants du désert du Sahara, l'un des endroits les plus chauds et secs de notre planète, se sont réveillés en découvrant une épaisse couche de neige sur le sable. À certains endroits, cette couche de neige atteignait une épaisseur de près de 40 cm. Les météorologues ont trouvé une explication à ce phénomène. Ils ont dit que les masses d'air froid, combinées aux dernières précipitations, avaient entraîné une chute de neige au lieu d'une simple pluie. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas? Des chameaux de neige? Il faut 1 ou 2 bosses. Le volcan Kawah Ijen, situé en Indonésie, n'est pas une montagne de lave ordinaire. Au lieu de produire de la fumée noire et de la lave rouge, comme le font la plupart des volcans, cette excentrique montagne laisse échapper une flamme bleue et de la lave bleue électrique. Ce phénomène se produit car le volcan contient des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Et lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air brûlant et sont éclairés par la lave en fusion, ils commencent à devenir bleus. Malheureusement, tu ne peux voir ce spectacle envoûtant que la nuit. Mais tu peux le sentir toute la journée. À propos, le plus grand lac acide du monde se trouve aussi à l'intérieur de ce cratère. La mer Morte a une forte concentration de sel et de minéraux par rapport à d'autres mers, même si techniquement, c'est un lac. Il est presque impossible de s'y baigner, mais les gens s'y rendent pour profiter de substances chimiques naturelles pour le corps. Flotter à la surface est un excellent moyen de se détendre. Cette ancienne étendue d'eau a reçu son nom car, étant 9,6 fois plus salée que les océans, aucun organisme macroscopique ne peut y vivre. On n'y trouve que quelques bactéries et champignons qui apprécient le sel. C'est aussi l'endroit le plus bas de la Terre, à 427 mètres sous le niveau de la mer. Il existe une grotte de cristal souterraine au Mexique et elle ressemble à un monde interstellaire. Elle se trouve à environ 305 mètres sous la surface. Et chaque pointe mesure jusqu'à 11 mètres de long et pèse jusqu'à 55 tonnes. Ces cristaux font partie des plus grands du monde. La plage de Luskentyre est une étendue sans fin de dunes de sable blanc et d'eau azur. Mais ne te laisse pas tromper par cet aspect tropical, elle est située en Écosse. C'est pourquoi elle a cette apparence en mai et juin seulement. En décembre, l'endroit ne reçoit en moyenne qu'1 heure d'ensoleillement par jour, ce qui le rend tout aussi spectaculaire, mais dans un style monochrome. Les Georgia Guidestones sont une structure de pierre géante disposée en étoiles. Elle comporte des inscriptions en 8 langues, dont l'hindi, le chinois et le swahili. Elle présente également un calendrier astronomique terminé en 1980 et a été érigée pour durer des siècles. Personne ne sait qui l'a construite ni pourquoi. Dans le centre de la Californie se trouve le parc national de Sequoia où l'on peut marcher dans la forêt des géants. Il existe depuis des milliers d'années. Plus de 8000 séquoias colossaux règnent sur la Terre et 10 d'entre eux font partie des plus grandes plantes vivantes du monde. Le général Sherman est estimé avoir près de 2700 ans et il est considéré comme le plus grand arbre vivant connu au monde en termes de volume. Les célèbres têtes de pierre de l'île de Pâques existent depuis des centaines d'années. Personne ne sait exactement pourquoi elles ont été construites. Certains scientifiques pensent que la population locale croyait que les statues rendraient le sol plus fertile. L'analyse du sol a prouvé que les têtes ont bien fait leur travail. C'est le meilleur endroit de l'île pour l'agriculture.
La composition chimique des anciennes sources d'eau chaude de Pamukkale, en Turquie, donne un aspect magique à l'eau qui se déverse sur le bord. Elles sont bénéfiques pour purifier non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Tout au fond de l'Arabie Saoudite se trouve un rocher parfaitement tranché en son centre, avec ses deux moitiés posées parallèlement. Ce qui rend Al-Nasla si unique, c'est qu'il n'a pas été fait artificiellement, mais est le résultat du travail de la nature au fil des siècles. Ce glacier peut donner l'impression que quelqu'un a laissé tomber des tonnes de peinture rouge au milieu de l'Antarctique, mais c'est en fait une couleur naturelle. Les chutes de sang sont le résultat d'une eau extrêmement salée mélangée à de l'oxyde de fer, ce qui donne cette ambiance sinistre au milieu de nulle part. Début mai 2018, les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont pu observer l'un des phénomènes les plus effrayants et les plus dangereux qui soient, une tornade à très longue trajectoire. L'effrayant phénomène naturel a commencé sa course non loin de Charleston, dans le New Hampshire, et s'est dirigé vers la ville de Webster, dans le comté de Merrimack. Il a fallu 33 minutes à la tornade pour parcourir 58 km et devenir la 3e sur la liste des tornades à la trajectoire la plus longue en Nouvelle-Angleterre. Aux Philippines, tu peux nager dans des eaux parmi les plus cristallines du monde et découvrir un monde sous-marin sous tes pieds dans la province de Palawan. La ville de Coron possède des plages de sable blanc avec de nombreux petits bateaux qui naviguent dans les nombreux paysages étonnants. Tristan da Cunha est un petit archipel volcanique de l'Atlantique dont les plus grosses voisines sont les villes de Buenos Aires en Argentine et Le Cap en Afrique du Sud. Il faut 7 jours de bateau pour se rendre dans ce lieu unique. Si tu veux t'échapper du reste du monde en séjournant parmi les 280 habitants, tu auras l'impression d'être loin de tout. Pendant la première semaine de janvier 2018, un temps exceptionnellement froid sévissant dans le nord-est des États-Unis a gelé l'océan Atlantique à North Falmouth, dans le Massachusetts. L'océan était tellement gelé que les gens pouvaient marcher sur les vagues. C'est évidemment quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Le sable rouge est ce qui rend cette plage si unique, et la raison pour laquelle les touristes affluent au Tianjin, en Chine. Une plante de couleur rouge appelée Suaeda salsa vit dans l'eau salée. Toute la plage est recouverte de rouge et seule la couche supérieure de la mer est visible. S'il y a bien une chose qui semble défier la gravité, c'est la pierre de Davasco en Argentine. L'énorme rocher de 300 tonnes se tient de façon précaire au bord d'une falaise et se balance un peu d'un côté à l'autre sous l'effet du vent. Les gens l'ont même vérifié en mettant des bouteilles en verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé avec un mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est soudainement tombé du perchoir qu'il occupait depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil ont été si attristés par cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer la pierre. Ils en ont fabriqué une réplique en plastique et l'ont placée au même endroit et dans la même position. Ainsi, même aujourd'hui, en passant par Tandil, tu peux voir son célèbre rocher en équilibre, même si c'est davantage un symbole, puisqu'il ne se balance plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est néanmoins immédiatement reconnaissable. Socotra est une île aux allures extraterrestres située au large des côtes du Yémen, dans l'océan Indien, avec l'un des arbres les plus uniques au monde. On l'appelle le dragonnier et on ne le trouve que sur cette île étonnante. En 2008, elle a été reconnue comme un site du patrimoine mondial. Si tu vois un jour une colonne d'air compacte et brûlante, ne panique pas, ce n'est pas la fin du monde. La combinaison effrayante de bruits de tourbillons et de brasiers brûlants signifie que tu es sur la trajectoire d'une tornade de feu. Ce phénomène dangereux se produit principalement pendant les feux de forêt. Les incendies créent une grande zone d'air très chaud juste au-dessus du sol. Lorsque cet air brûlant se mélange à l'air plus frais situé plus haut, il en résulte un tourbillon qui brasse des débris brûlants et des flammes. Les tornades de feu les plus puissantes peuvent s'étendre sur des centaines de mètres dans le ciel. La Maison du Mystère à Gold Hill, dans l'Oregon, étonne ses visiteurs avec des effets défiant la gravité. Tu ne peux pas te tenir droit. Tu te penches toujours sur le côté et tu dois te tenir à quelque chose pour garder l'équilibre. Les balles roulent vers le haut et il y a un balai qui reste parfaitement immobile où que tu le poses, contrairement à presque tout le reste dans la cabane. Les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit le terrain interdit avant même que la maison n'y soit construite, et elles évitaient de s'en approcher. Mais les propriétaires de la cabane ont décidé d'en faire une attraction et ils ont réussi.
Ils ont créé une atmosphère de mystère autour de l'endroit et ont répandu la nouvelle dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà, une anomalie parfaite est née. En fait, ce n'est rien de plus qu'une curiosité, une illusion d'optique créée par l'homme qui trompe tes yeux et tes autres sens. Si tu voyages aux Philippines, en Indonésie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu auras la chance de voir certains des arbres les plus insolites et les plus joyeux du monde. Le tronc de l'eucalyptus arc-en-ciel a l'air d'avoir été peint en orange, vert, rouge, violet, jaune, marron et bleu. Certains arbres sont si lumineux qu'ils semblent artificiels. L'eucalyptus arc-en-ciel perd régulièrement des bandes d'écorce, ce qui révèle une couche verte brillante en dessous. Un peu plus tard, cette couche verte change progressivement de couleur et comme la mue se produit à un moment différent à différents endroits du tronc, l'arbre commence à avoir un aspect multicolore et très attrayant. Le Yémen abrite les plus vieux gratte-ciel et la plus ancienne métropole du monde. L'ancienne ville de Shibam est considérée comme le Manhattan du désert, en raison de la collection de bâtiments en terre qui sortent du sol du désert. Elle servait d'étape pour les caravanes pendant l'Antiquité. Imagine, tu es en train de regarder un volcan entrer en éruption, ce qui est déjà un spectacle assez effrayant en soi. Mais soudain, tu remarques des éclairs inquiétants qui illuminent le ciel au-dessus du volcan. Cela fait passer le caractère cauchemardesque de l'expérience à un tout autre niveau. L'une des causes de ce phénomène est l'électricité statique, qui se produit lorsque des particules de cendres denses se frottent les unes aux autres, pas très haut au-dessus du sol. L'autre cause des éclairs volcaniques se trouve très haut au-dessus de la surface, près de la stratosphère, où des cristaux de glace en mouvement chaotique libèrent de puissantes décharges. Le Salar d'Uyuni donne parfois l'impression d'être un gigantesque miroir, mais il s'agit en fait d'un désert de sel plat de plus de 10 000 km². Il est situé en Bolivie, le pays le plus élevé d'Amérique du Sud. Ce miroir naturel est un vestige de lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a longtemps. Même s'il a l'air plat, la technologie GPS a prouvé qu'une partie du paysage présente de petits reliefs qui font moins de 3 cm de haut. La zone contient environ 10 milliards de tonnes de sel. Si tu y arrives au bon moment, certains des lacs voisins y déversent une fine pellicule d'eau, ce qui donne cette impression de miroir du ciel. De nombreux habitants y extraient du sel et du lithium. Et au fait, n'oublie pas de visiter le premier hôtel de sel du monde lors de ton passage. Tu peux trouver une véritable montagne arc-en-ciel au Pérou. Les scientifiques ne savent toujours pas l'expliquer. Ce pic coloré est difficile à atteindre. Mais voir les couleurs bleues, rouges, vertes, jaunes et roses dans la nature est un spectacle qui vaut tous les efforts. Cette chose qui ressemble à des soucoupes volantes gelées est en fait un ensemble de poches de méthane hautement inflammables et combustibles. Piégés sous l'eau, ils forment des paysages psychédéliques et des motifs étonnants. Typiques des lacs du Nord, comme le lac Abraham en Alberta, au Canada, ces bulles apparaissent lorsque des feuilles, des plantes et des animaux morts tombent dans l'eau et sont consommés par des bactéries. Ces bactéries excrètent ensuite du méthane. Fin mars 2018, les habitants d'Europe de l'Est ont été témoins d'un événement aussi beau qu'effrayant. Des skieurs ont glissé sur des pistes oranges sous un ciel teinté de rouge. À la fois perplexes et excités, les gens ont décrit cette expérience comme une promenade sur Mars ou une descente de dunes de sable à ski. Mais aussi mystérieux que ce phénomène puisse paraître, il a une explication aussi simple que décevante. La responsable de ce paysage extraterrestre était une puissante tempête de sable arrivée tout droit du désert du Sahara. Cette tempête a charrié des particules de poussière, de sable et de pollen qui ont coloré la neige en orange. Ce n'est pas un phénomène naturel isolé. Les météorologues affirment que la neige orange recouvre l'Europe de l'Est au moins une fois tous les 5 ans. Les 20 et 21 février 2018, les habitants du nord-est des États-Unis ont vécu l'un des événements météorologiques les plus extraordinaires de ces derniers temps. Et c'était une vague de chaleur. Oui, en février. En fait, il s'agissait de la vague de chaleur hivernale la plus impressionnante depuis que les relevés météorologiques officiels ont commencé dans les années 1800. Par exemple, à Freiburg, dans le Maine, les gens enlevaient leur manteau alors que la température atteignait un surprenant 21 degrés Celsius. À Fitchburg, dans le Massachusetts, les habitants confus n'ont eu d'autre choix que de chausser leurs sandales lorsqu'ils ont vu la température extérieure, 27 degrés Celsius. La même chose s'est produite à Harrisburg, en Pennsylvanie, où la température a atteint 28 degrés Celsius, et à Wells, dans le Maine, où le thermomètre indiquait 25 degrés Celsius. Il y a environ 11 000 ans, dans l'actuelle Turquie, alors qu'aucune ville ni aucun outil en métal n'existait, des artisans incroyablement habiles ont achevé le site de Göbekli Tepe.
On ignore encore comment ils ont réussi à ébrécher et à soulever des blocs de calcaire 3 fois plus lourds qu'un T-Rex, ou même ce qu'ils symbolisent. Un fait époustouflant concernant la Devil's Tower dans le Wyoming, aux États-Unis, est que les scientifiques ne savent toujours pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 264 mètres, dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Ce morceau de pierre s'est simplement élevé au milieu des plaines vallonnées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors comment se fait-il qu'un paysage aussi plat ait pu soudainement donner naissance à quelque chose d'aussi élevé? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Le parc national des lacs de Plitvice est une attraction touristique majeure en Croatie et un site appartenant au patrimoine mondial, avec les nombreux animaux et plantes uniques qui s'y côtoient. Il ressemble à un décor de film, avec des chutes d'eau infinies qui coulent de toutes parts et des lacs limpides tout autour. Au milieu des années 1980, un plongeur sous-marin a découvert la structure sous-marine de Yonaguni au large des côtes du Japon. Les scientifiques sont persuadés que cet ensemble de reliefs est vieux de plusieurs milliers d'années, mais ils n'arrivent toujours pas à déterminer s'il est naturel ou artificiel. S'il s'avère qu'il s'agit d'une ville ancienne, le nouveau mystère est le suivant. Quelle civilisation perdue l'a construite et comment est-elle arrivée au fond de la mer? La formation de ces roches n'est pas le résultat du travail de quelques humains. Elles ont été créées par des éruptions volcaniques intenses. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les roches de la chaussée des Géants, en Irlande, ont une forme si étrange. En 1812, pour une raison inconnue, un fermier anglais a payé un peintre local pour élever des tonnes de terre sur le flanc d'une colline et remplir les contours avec de la craie. Le peintre s'est enfui avec l'argent, de sorte que le fermier a dû payer une deuxième fois pour que le cheval blanc d'Alton Barnes soit achevé. En Islande, les chutes noires tirent leur nom des colonnes de lave sombres qui l'entourent. La base de la cascade est constituée de roches escarpées. Toute la structure a inspiré l'architecture islandaise que l'on observe dans certains de leurs célèbres bâtiments. Tu peux voir des cheveux de glace dans la forêt par une nuit d'hiver humide. Ressemblant à de la barbe à papa ou à une perruque de cheveux blancs, des cristaux de glace inhabituels poussent sur le bois pourri. Malheureusement, cette beauté fond dès que le soleil se lève. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont compris ce qui crée les cheveux de glace. Et les responsables sont en fait des champignons. Ils permettent à la glace de former des cheveux très fins et l'aident à garder cette forme tout au long de la nuit. Lorsque ce type particulier de champignon n'est pas présent, au lieu de cheveux fragiles, la glace forme une structure semblable à une croûte. L'une des causes les plus courantes des feux de forêt est la poudre provenant des orages. Mais as-tu déjà entendu parler d'un feu de forêt qui ait déclenché un orage? Un tel événement s'est produit le 11 mai 2018, non loin d'Amarillo, au Texas. Le super incendie Mallard n'a pas seulement créé un nuage massif et dense, haut dans les airs. Sa chaleur a aussi provoqué un violent orage qui a ensuite déversé des tonnes de grêlons à 100 km de là, dans le comté de Wheeler. Carhenge est le site le plus étrange du Nebraska. Son auteur a étudié Stonehenge et a créé sa propre version à partir de vieilles voitures en hommage à son père. Certaines voitures se dressent comme des monolithes, d'autres sont reliées en arches. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait tout cela, le créateur a répondu « Et pourquoi pas ?» Une autre copie de Stonehenge a été découverte au fond du lac Michigan en 2007. Il s'y trouve en effet un ensemble de rochers en cercle présentant des gravures de mastodontes. Cette bête a cessé d'exister il y a plus de 10 000 ans, donc la sculpture doit être plus ancienne que cela. Son emplacement est gardé secret pour le public. Bonne chance pour le trouver. La baie d'Hudson, au Canada, est probablement le seul endroit au monde où la gravité est plus faible que partout ailleurs sur la planète. Et même les sceptiques sont obligés d'y croire, car la différence a été mesurée avec des équipements de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité y est aussi faible que, disons, sur la Lune? Malheureusement, non. La différence est infime. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200%. Tu ne pourrais pas la ressentir même si tu y prêtais attention. Les scientifiques affirment que cette anomalie est due à la couche de glace qui a recouvert la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement, ce qui a déplacé le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Mais dans un avenir lointain, la gravité reviendra à la normale.
En 2010, des poissons fossilisés ont été découverts à 400 km à l'ouest du Nil, où le désert du Sahara était plus aride que jamais. Cette découverte fortuite a conduit les scientifiques à penser qu'il aurait pu y avoir une mer là où se trouve actuellement le Sahara. Ils ont donc mené une étude géologique de la zone, et cela a donné des résultats inattendus. Ils ont trouvé des preuves de quelque chose d'énorme sous les sables, et cela ne faisait pas partie d'une mer. Pendant plusieurs mois, la recherche s'est poursuivie avec des équipements GPS sur le terrain et, plus tard, lorsque toutes les données au sol ont été recueillies, les scientifiques ont observé la zone depuis un satellite. La vue était stupéfiante. Il s'est avéré qu'il y avait un énorme bassin sous le désert, avec un autre plus petit à proximité. Sur les rives de ces bassins, d'anciens campements humains avaient été découverts. Et maintenant, les chercheurs sont enfin en mesure de savoir pourquoi ils avaient choisi ces endroits pour vivre. Il y avait un lac aux proportions impressionnantes. Plus de 109 000 km² d'eau douce au total, soit environ la moitié de la taille du lac Michigan. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois, et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Qu'est-ce que ce machin fait là? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avez pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield dans le New Hampshire. Un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niihau semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans internet et sans magasin.
La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des 3 baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des 3 baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tendent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapirait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits généreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que les habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues, et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi, mais fais-toi plaisir, hein. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques.
Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, pouet pouet les petits canards! Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour.
Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret, des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement.
Hé, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal? Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang? Un film d'horreur? Mouah! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle.
Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plages vertes jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. Des rochers qui dévalent les pentes d'un volcan en éruption, qui poussent d'autres rochers plus gros sur leur chemin et qui finissent par tomber dans l'océan en une énorme cascade, provoquant une vague d'une hauteur jamais vue auparavant. C'est ce qui pourrait se produire si le Helena Slump de la grande île d'Hawaï tombait dans l'eau. Le volcan Kilauea est loin d'être en sommeil. La dernière éruption a eu lieu en 2018. Ces éruptions sont généralement accompagnées de tremblements de terre de différentes magnitudes. Et à chaque tremblement de terre, les roches de magma sur les pentes du volcan se déplacent vers le bas. Ces formations rocheuses sont appelées slumps. Et l'Helena Slump est le plus connu d'entre eux. En 1868, l'effondrement de ce slump a provoqué un raz-de-marée de 18 mètres de haut. Mais le plus troublant est qu'il y a environ 110 000 ans, un glissement de terrain a provoqué l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés, qui à son tour a provoqué un méga tsunami de plus de 300 mètres de haut. Les scientifiques craignent qu'un tel événement ne se reproduise à l'avenir. Si cela se produisait, la vague pourrait engloutir l'ensemble d'Hawaï et atteindre facilement les côtes d'Amérique du Nord et du Sud. Les géologues s'empressent cependant de rassurer les gens en expliquant qu'un tel glissement de terrain est peu probable dans un avenir proche. Il est tout simplement trop tôt pour cela. Mais lorsqu'il se produira, les conséquences seront catastrophiques. Bonne journée!
Le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, est célèbre dans le monde entier pour ses paysages éblouissants et en particulier pour le Grand Prismatic Spring, coloré, qui se trouve en son cœur. Mais nous devons tous rester conscients que Yellowstone est avant tout un énorme caldeira, en fait, un super volcan endormi. La différence entre un volcan ordinaire, comme le Kilauea d'autrefois, et un supervolcan est que ce dernier est des milliers de fois plus puissant. Imagine une éruption crachant des tonnes d'énormes rochers et des rivières de lave en fusion, pompant des nuages de cendres qui font que les pays interrompent les voyages aériens pendant des semaines. Et maintenant, multiplie tout cela par 1000. Voici à quoi ressemblerait une éruption à Yellowstone. Au début, une énorme zone au milieu du parc national tremblerait, s'effondrerait, puis serait propulsée vers le haut en une explosion de plusieurs mégatonnes. Des coulées de lave et des roches magmatiques couvriraient une superficie d'environ 100 km², soit la moitié de Washington DC. Mais le plus grand danger est la cendre volcanique. Le panache de cendres s'élèverait à des kilomètres au-dessus et serait emporté par le vent dans toutes les directions. Comme l'éruption serait loin d'être ordinaire, la distance de propagation et les dégâts seraient également beaucoup plus importants que d'habitude. La cendre est épaisse et lourde, de sorte qu'elle couvrirait une vaste zone, détruisant les cultures et même les bâtiments. Pire encore, elle se répandrait dans l'air et bloquerait le soleil, entraînant une baisse drastique de la température et un hiver artificiel. Même les volcans réguliers peuvent faire baisser les températures mondiales de quelques degrés. Un supervolcan peut potentiellement provoquer une nouvelle ère glaciaire. Heureusement, les chances que le supervolcan de Yellowstone entre en éruption dans un avenir proche, ou même lointain, sont extrêmement faibles. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire de la Terre et rien n'indique qu'une telle catastrophe devrait se reproduire. Les scientifiques estiment la probabilité à 0,00014%, ce qui est inférieur aux chances qu'un astéroïde nous anéantisse tous. En parlant de cela, si les dinosaures pouvaient parler, et bon, s'ils étaient vivants au passage, ils te diraient que la menace des astéroïdes est tout à fait réelle. Les scientifiques de la NASA affirment avoir suivi 90% de tous les astéroïdes géocroiseurs de taille importante, et aucun d'entre eux n'est préoccupant. Mais il en reste encore 10%. De plus, les astéroïdes peuvent modifier leur trajectoire en raison de l'attraction exercée par d'autres corps célestes et finir par se diriger vers nous. Quelle chance! Si un astéroïde assez grand, de l'ordre de 1,6 km, touche la Terre, il provoquera d'abord une explosion assez puissante pour raser une douzaine de grandes villes en quelques secondes. Ensuite, l'impact soulèvera un nuage de poussière et de débris qui bloquera le Soleil, tout comme le nuage de cendres d'un volcan, et provoquera un hiver de plusieurs siècles sur toute la planète. Mais même s'il tombe dans l'océan, ce qui est plus probable, la vague qui en résultera s'élèvera à plusieurs kilomètres de hauteur, balayant les villes côtières de la surface de la planète. Mais au moins, il n'y aura pas de nouvelle ère glaciaire. Bien que les scientifiques soient pratiquement sûrs qu'une telle menace n'existe pas dans un avenir proche, on ne peut pas l'exclure complètement, et l'humanité a besoin d'au moins 5 ans pour se préparer à cet événement. Si un gros astéroïde proche de la Terre change soudainement de trajectoire et se dirige droit vers notre planète, nous n'aurons aucune chance contre lui. Un film catastrophe, quelqu'un ? Une calamité beaucoup plus probable, cependant, repose juste sous nos pieds. C'est la faille de San Andreas, en Californie. La faille est prête à se rompre depuis des années maintenant, et les scientifiques estiment qu'un tremblement de terre de ce type est susceptible de se produire dans les 3 prochaines décennies. Et quand il se produira, ce ne sera pas beau à voir. Ils s'attendent à une magnitude de 8, ce qui est comparable à certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire. C'est d'autant plus dangereux que la Californie abrite certaines des villes les plus peuplées de l'ouest des États-Unis, dont Los Angeles et San Francisco. Les immeubles de grande hauteur y sont courants et ils sont particulièrement vulnérables aux tremblements de terre souterrains. Le tremblement de terre de San Andreas pourrait causer beaucoup de dégâts dans les villes et les campagnes. Dans le pire des cas, le sol pourrait se briser, détruisant les bâtiments, les fermes et modifiant complètement le paysage. Cependant, les scientifiques pensent que la probabilité d'un tel tremblement de terre n'est que de 7% pour les 30 prochaines années. Il y a donc une grande chance, 93%, que nous ne voyions jamais cela de notre vivant. Pourtant, il existe un autre risque de tremblement de terre pas si éloigné du précédent, le mégaséisme au Chili. Le pays se trouve juste au-dessus de la zone de subduction, une zone où 2 plaques tectoniques se rencontrent et se superposent. Sur le lieu de leur rencontre, la tension s'accumule en raison de leur mouvement continu, et une fois que cette tension est trop forte, un tremblement de terre majeur se produit.
Le Chili a connu de nombreux tremblements de terre ces dernières années, et les scientifiques s'inquiètent que ces derniers ne soient les préparatifs d'un tremblement de terre d'une ampleur beaucoup plus grande. Ils pensent qu'un grand tremblement de terre est prévu avant la fin du siècle, et qu'il pourrait être dévastateur pour la zone côtière. Des séismes encore plus petits ont provoqué des tsunamis qui ont inondé la côte ouest, et un énorme tremblement de terre comme celui-ci est susceptible de soulever une vague d'une hauteur incroyable. Le côté positif, c'est que le Chili sait désormais qu'il doit se préparer à l'avance aux catastrophes naturelles à venir. Et les géologues sont pratiquement sûrs que les gens pourront évacuer avant que le tremblement de terre ne frappe. En septembre 1859, l'astronome Richard Carrington regardait le Soleil quand il a soudainement vu une éruption lumineuse à sa surface. Il en a pris note, mais n'a réalisé l'importance de cette éruption que quelques jours plus tard. L'énergie de cette éruption a atteint la Terre et l'a frappée directement, provoquant l'apparition d'aurores boréales au-dessus de Cuba et brûlant les lignes télégraphiques partout dans le monde. Ce fut ce qu'on a appelé l'événement de Carrington, une tempête solaire. De telles tempêtes frappent la Terre assez souvent, mais aucune n'a été aussi puissante que le Carrington Event, ni avant ni après. Mais en 2012, les astronomes ont enregistré une éruption solaire similaire dont l'énergie a failli frapper notre planète une fois de plus. Si elle avait eu lieu une semaine plus tôt, nous aurions eu de gros problèmes. Aujourd'hui, l'humanité dépend de l'électricité dans presque tous les aspects de la vie, et une puissante tempête solaire perturberait beaucoup le champ électromagnétique de la Terre. Tous les appareils électriques s'arrêteraient ou court-circuiteraient, et les énormes transformateurs qui alimentent pratiquement tout tomberaient en panne pour de bon. Il faudrait des années pour les réparer, et le coût d'une panne aussi massive se chiffrerait en billions de dollars. Le pire, c'est que la science est presque incapable de prévoir les tempêtes solaires, et même si nous pouvions les connaître à l'avance, nous ne pourrions pas les arrêter. L'éruption se produit en quelques secondes, et il faut environ 8 minutes pour que les particules atteignent l'atmosphère terrestre, causant des perturbations. La panne d'électricité surviendrait un peu plus tard, d'ici un jour ou deux, lorsqu'un nuage de plasma massif atteindrait notre planète. Pour le moment, il n'y a aucune protection contre les éruptions solaires, et les chances qu'il y en ait une assez puissante pour couper toute notre électricité dans les prochaines années sont assez élevées, environ 12%. Le seul point positif dans tout cela est que nous connaissons maintenant cette possibilité et que nous pouvons au moins nous y préparer à l'avance. N'oublie pas de prendre des sous-vêtements et des chaussettes, c'est toujours utile. Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde.
Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan. Pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide.
Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre-bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur.